Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette table ronde intitulée « Valoriser ses collections muséales, par où commencer ?» Je suis Adèle Parilla, directrice des relations extérieures de Mémoriste, et nous allons explorer ensemble les enjeux et les étapes nécessaires à la mise en place d'une stratégie de valorisation réussie. Nous allons croiser les regards de deux institutions culturelles, le Musée national des arts asiatiques Guimet et le Musée de Bretagne, et celui des deux prestataires de services qui les accompagnent, Arkenum et Tribun Imaging, deux sociétés qui font partie de Mémoriste, qui est donc un pôle de compétences spécialisé dans les métiers de la préservation, de la numérisation et de la valorisation du patrimoine sous toutes ses formes. Nous avons pour cela le plaisir d'accueillir 4 intervenants. Manon Six, vous êtes responsable du pôle conservation du Musée de Bretagne depuis 2017. Auparavant, vous avez principalement travaillé au sein de l'équipe de préfiguration du Louvre à Abu Dhabi avec France Muséum. Et vous avez également été conseillère pour les musées à la DRAC des Pays de la Loire. Alban François, vous êtes responsable du service de la documentation des collections au Musée national des arts asiatiques Guimet. Auparavant, vous avez dirigé le centre de documentation du laboratoire de recherche des monuments historiques et vous êtes par ailleurs membre de la mission archéologique française au Bangladesh, où vous êtes archéologue. Pauline Couture, vous êtes historienne de formation. Vous êtes notamment titulaire d'un master de recherche en histoire moderne et d'un master professionnel en histoire et gestion du patrimoine culturel de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et vous êtes référente archives et valorisation chez Arkenum. Et à ce titre, vous accompagnez des musées, des titres de presse, mais également des archives nationales ou encore des entreprises privées dans tous les aspects liés à la gestion et à la valorisation de leurs archives. Et Alice Dubert, vous êtes photographe de formation. Vous avez démarré votre carrière dans l'univers du luxe, de la mode, et vous avez ensuite entrepris un tournant dans le secteur de la culture et du patrimoine. Vous vous êtes formé au métier de la médiation culturelle des sciences et techniques au Conservatoire national des arts et métiers. Et depuis 2 ans, vous êtes responsable de projets numérisation chez Tribun Imaging, où vous accompagnez également des musées, des titres de presse, mais aussi des ministères ou encore des maisons de luxe dans la numérisation de leurs archives, à la fois photographiques, graphiques, mais également textiles. Donc merci à tous d'avoir bravé les grèves pour être présents et échanger sur ce sujet passionnant. Pour commencer, je vous propose qu'on parle de l'une des premières étapes qui est absolument fondamentale lorsqu'on souhaite mettre en place une stratégie de valorisation de ces collections muséales, et je pense bien entendu à la réalisation d'un audit. Et je me tourne vers vous, Alban, puisque vous venez de mener un audit du fonds photographique du musée Guimet. Et en introduction, je vous propose peut-être de nous dire quelques mots de ce fonds et de son utilisation pour planter le contexte. Merci beaucoup. Donc effectivement, le musée Guimet conserve aujourd'hui un fonds photographique qui est, maintenant on le sait après l'audit, environ 500 000 items. Un fonds qui a été constitué assez rapidement. Voilà, un fonds qui a été constitué assez rapidement après la fondation du musée en 1889, qui est venu un petit peu s'agréger dans les collections et qui, dans un premier temps, est un fonds essentiellement documentaire, qui s'est constitué aussi au gré des voyages que des agents du musée pouvaient faire en Asie, que des missions archéologiques françaises pouvaient faire aussi, et nous avons pu récupérer ainsi les fonds archéologiques français des missions au Vietnam, en Chine et également en Inde. Et donc ce fonds-là, d'abord, était utilisé comme fonds documentaire, puis comme fonds iconographique pour venir en soutien des expositions, des propos qui étaient tenus. Et nous sommes arrivés à la conclusion que, vu la masse et l'utilisation que nous en avions, il était nécessaire de réaliser cet audit. Alors, quand je disais fonds documentaire, en réalité, il y a toujours eu un petit peu cette triple dimension. Vous avez à gauche, enfin à droite, pour moi, à gauche pour vous, cette photographie qui est assez connue
d'un photographe, enfin d'un fond japonais. Donc il y a des albums d'un fond japonais. La photo du milieu, c'est de la documentation générée par le musée, des photographies en noir et blanc de l'histoire des salles, de l'histoire des collections. Et puis à gauche, pour moi, et donc à droite pour vous, ces fameuses photographies prises sur le vif pendant les fouilles archéologiques ici au Vietnam, qui dans un premier temps, c'est de la photographie scientifique, telle qu'on peut encore la pratiquer aujourd'hui quand on fait des campagnes de fouilles, et puis qui, au fur et à mesure du temps, deviennent des archives patrimoniales. Et donc, il y a ce statut aussi de la photographie qui est très particulier au musée Guimet, mais dans tous les musées, entre photographie documentaire, photographie patrimoniale. Aujourd'hui, on acquiert des photos de ce fond, donc là, c'est Stiglitz. Et puis, l'âge aidant, enfin, le temps passant, je veux dire, on reclasse d'une certaine manière ces choses. Et cette espèce d'ambiguïté de statut a généré aussi une différenciation de traitement du fond, ce qui fait que une partie des œuvres était cotée, une partie des œuvres était inventoriée et pas l'autre. Et finalement, cette ambiguïté, on a voulu un petit peu la dépasser. Donc aujourd'hui, je suis seul à parler, mais en réalité, sur cette question dont on va parler un peu plus tard, on était un petit peu plus nombreux. Laurence Madeline, qui était en charge de la section de photographie au musée Guimet, était l'instigatrice de cette volonté d'audit pour justement se reposer un petit peu des questions autour de ce fonds et le mettre en valeur puisque il est assez méconnu. Bon, on n'a pas de base encore de données sur Internet, mais la masse du fonds est assez finalement du grand public. Donc, on comprend en vous écoutant que c'est un fonds qui est très riche, qui est varié, mais qui finalement était assez méconnu et assez peu mis en valeur. Et donc, voilà, la démarche d'audit procède de toute cette réflexion. Mais qu'est-ce qui vous a amené à vous faire accompagner, en l'occurrence par Arcanum, sur ce chantier donc, voilà, d'audit? Alors, il y a plusieurs raisons. Pourquoi Arcanum? Bon, déjà, parce qu'à titre personnel, j'avais une histoire avec Arcanum sur un précédent poste que j'occupais. Donc, je connaissais Arcanum, je connaissais sa valeur. Pourquoi faire appel à une entreprise extérieure pour l'audit de ces collections? Déjà, il y avait un enjeu de temps et de capacité humaine à pouvoir réaliser ce chantier rapidement. Voilà, un peu comme toutes les institutions souffrent parfois d'une surcharge de travail et d'un manque d'effectifs. Donc, ramener des compétences extérieures, c'est des choses qui se pratiquent régulièrement. Et donc, nous avions besoin, dans un temps assez court, puisque je crois que l'audit a duré un mois, ou un mois et demi, d'estimer, de consolider une estimation de la masse de photographes, enfin, la masse d'items que le fonds conservait. Donc on est à 500 000, en fait je rajoute les 50 puisqu'on a un fonds Marc Ribou qui fait 50 000, donc ça fait 550 000, ce qui est une masse assez importante. De consolider aussi son aspect sanitaire, est-ce que les œuvres sont en bon état, en mauvais état, qu'est-ce qu'il faut faire, prévoir évidemment une forme de phasage des différentes opérations, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus loin. Évaluer aussi la quantité par type de support, plaques de verre, nitrate, négatif, envisager aussi des pistes de réflexion autour de la question des œuvres multiples, voilà, les tirages, les originaux, comment on fait. Et puis ensuite, il y avait la question un peu plus douloureuse de combien de temps ça va prendre de ce chantier des collections et combien potentiellement cela peut coûter. Et donc de pouvoir défendre, lors simplement de la construction des budgets, un budget supplémentaire pour ce type de fonds et pour ce type d'opération. On avait besoin également, comme je l'ai dit,
de se poser des questions autour du phasage de ces opérations et de l'endroit, de la manière dont on pouvait le faire, des compétences que l'on devait avoir en interne, enfin qu'on pouvait repérer en interne ou pas, de l'espace dans lequel on voulait le faire. À titre personnel, j'avais la volonté ferme de faire l'ensemble des opérations, donc c'est-à-dire restauration, on avait surtout parlé de dépoussiérage, reconditionnement, numérisation et indexation dans la base de données, de tout faire sur place pour créer une sorte d'émulation en fait autour de ce chantier qui aurait dû durer, enfin qui va, lorsqu'il sera lancé, durer entre 6 et 8 ans. Donc c'est quand même un enjeu important pour une institution. Moi je voulais le faire sur place, mais l'audit a démontré que ce sera, a priori, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Comment dire, de revenir sur ces idées de phasage, de dépoussiérage, ça je l'ai dit, excusez-moi, j'en perds un peu mon latin, de numérisation, de reconditionnement, et puis enfin de valorisation des collections. Voilà. Alors si on se place maintenant justement du point de vue du prestataire, Pauline, est-ce que vous pourriez nous parler des compétences que vous avez apportées et de l'organisation que vous avez mis en place pour travailler avec Alban et ses équipes? On va finir par tous parler avec le même micro. Là, c'est bon. Oui. Alors oui, en effet, donc chez Arcanum, quand on a voulu faire cet audit, on a mobilisé 2 profils experts. On a mobilisé une chef de projet archive, donc en ma personne, et une chef de projet numérisation pour intervenir avec un double éclairage. On a passé 4 jours sur place à recueillir et centraliser les besoins de tous les utilisateurs du fonds. Et on s'est attaché à donner des recommandations techniques, notamment en termes de conservation, d'indexation et de numérisation. Donc en termes de conservation, il faut savoir qu'on était donc, comme Alban l'a dit, sur un fonds mixte, donc qu'il y avait à la fois des fonds photographiques multi-supports, plaques de verre, négatifs souples, mais aussi des tirages et des fonds papier qui relevaient plus de la documentation. Donc il fallait considérer tout ce fonds dans son ensemble. Et pour chaque typologie, finalement, on a fourni un constat d'état et des recommandations de traitement adaptés, puisque tous ne devaient pas faire l'objet de dépoussiérage, ou de dépollution ou de reconditionnement. Pour la partie plus indexation, on s'est vraiment intéressé à la base de données avec Alban et à son utilité, quelle va être la finalité de l'inventaire qui sera réalisé en ligne, et du coup, comment est-ce qu'on construit cet inventaire, comment est-ce qu'on construit les notices, les champs à renseigner, qu'est-ce qui va être utile comme information, est-ce qu'on ne va pas trop loin dans certains cas, est-ce qu'on va suffisamment dans d'autres, comment aussi reprendre l'arriéré, puisqu'il y avait déjà des notices de créer et des fonds qui avaient été inventoriés, mais peut-être pas avec les objectifs d'indexation qu'il y a maintenant. Il y avait aussi des cas un peu particuliers comme des photographies d'œuvres, en fait, de collections, et du coup qui devaient être reliées à des fiches d'œuvres déjà existantes dans la base, donc c'était une autre optique aussi d'indexation. Et puis, donc, on a fait aussi l'estimation volumétrique des fonds. Ça nous a pris 4 jours à 2, voire 3 parfois. Et puis, on avait une fourchette en fait assez large, entre 500 000 et 1 million d'items. Et finalement, on l'a réduite à 550 000 items avec une méthodologie de picking, en fait, parce que pour un temps aussi réduit, il fallait compter plus sur des estimations. Voilà. Et puis, en termes de numérisation, c'était important aussi d'anticiper les usages que le musée allait vouloir faire des images qu'il voulait numériser. Donc, quelle finalité, est-ce que c'était purement de la conservation ou de la consultation? Et dans ce cas-là, quelle résolution d'image on prend? Des images de haute qualité, des images destinées à être téléchargées, donc à être dégradées. Est-ce qu'on part sur du TIFF? Est-ce qu'on part sur du JPEG? Donc, combien de fichiers? Et tout ça, ça a à la fois un coût, mais surtout une taille de stockage assez importante. Donc, il faut aussi anticiper ce stockage et les coûts qui en découlent.
et puis bien sûr donner des conseils sur quelle machine utiliser, quelles conditions de prise de vue. Et au-delà des préconisations techniques, nous ce qu'on voulait c'était vraiment pouvoir définir une chaîne opératoire avec le musée qui fonctionne pour l'ensemble des fonds, qui permettent en fait de prioriser certains fonds, donc des fonds fragiles, des fonds. Alors au cours du picking, on a estimé qu'a priori il y avait des nitrates qui étaient présents dans le fond, donc là qui rentrent tout de suite en priorité numéro 1 à cause de leur dangerosité. Il y avait aussi, enfin, tout cela, c'était aussi, l'objectif c'était de réussir à phaser les différentes étapes de traitement, comment organiser la phase de traitement, la phase d'indexation et la phase de numérisation. Est-ce qu'il faut les distinguer? Est-ce qu'il faut faire l'indexation après la numérisation? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Parce que c'est pas forcément, ça ne va pas forcément de soi. Donc, proposer aussi vraiment un plan d'action en fonction des moyens techniques et humains et matériels que le musée choisirait et allait choisir. Et puis enfin, voilà, comme disait Alban, on s'est vraiment posé la question de comment concrètement on peut mettre en place un chantier d'une telle envergure sur un site tel que le musée Guimet. On comprend bien l'importance de se projeter sur le long terme. Et Alban, ce qui serait intéressant, c'est à la lumière de cet audit et de ses conclusions, est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes prêt à anticiper au mieux un futur chantier des collections? Qu'est-ce que vous en tirez comme leçon pour la suite? Alors, ce qu'on en tire pour la suite, effectivement, c'est qu'il faut déjà, il faut un chef de projet bien défini et qui soit dédié à cette tâche, une équipe qui soit au courant des enjeux et de la longévité de ce type de projet qui sont fortement impactants pour la vie d'un musée et d'une section, puisque à un moment donné, il y avait toutes ces questions. C'est un fonds qui est très prêté. Et donc, se poser la question de ce qu'on faisait des prêts pendant cette période-là. Donc, on va y réfléchir dans le futur. Il y a la question de l'espace dans lequel on le fait. Donc, évidemment, pour des raisons pratiques, le faire in situ, ça évite des déplacements d'œuvres, des questions d'assurance, etc. Bon, c'est pas toujours possible. Il y a aussi la question, une fois que vous avez reconditionné vos œuvres, eh bien, elles prennent plus de place. Donc, il faut aussi réfléchir à des moyens de stockage. Là, encore une fois, c'est pas quelque chose de très original, mais sur place, dans des réserves externalisées. Pour certaines œuvres, des conditions de conservation très spéciales, en particulier pour les photographies. Donc ça aussi, c'est à anticiper. Donc oui, effectivement, l'audit nous avertit sur ces choses-là, nous permettent de construire le projet de manière plus solide, sans doute, et être un peu plus armé pour l'avenir, ça c'est certain, oui. Alors, puisqu'on parle chantier des collections, je me tourne vers vous, Manon, puisque vous êtes au cœur d'un chantier des collections sur le fonds photographique et iconographique du Musée de Bretagne, qui compte quand même plus de 500 000 références. Est-ce que peut-être là aussi, en préambule, vous pourriez nous dire quelques mots du pôle conservation que vous dirigez et de ces fonds photographiques et iconographiques? Oui, alors le musée de Bretagne, c'est un musée qui dépend d'une collectivité territoriale, Rennes Métropole, et qui est un musée de société, d'histoire, d'archéologie, composé également de collections ethnographiques de par son histoire, mais aussi une proportion très très importante de collections iconographiques. Aujourd'hui, le musée de Bretagne, c'est environ plus de 800 000 items dans ses collections. C'est un chiffre tout à fait approximatif puisque nous n'avons pas réussi à faire jusqu'ici l'inventaire précis de ces collections et que les chantiers de collection que nous menons nous permettent de faire aussi l'inventaire a posteriori de certains fonds qui pourtant sont arrivés dans les collections à des périodes assez anciennes. En tous les cas, pour les photographies, c'était le cas puisque les premières acquisitions se font bien sûr dans le sillage de l'invention de la photographie, puisqu'on a déjà des collections qui arrivent à la fin du 19e siècle. Mais ensuite, les acquisitions, à proprement parler, se sont faites beaucoup dans les années 70-80, quand on a détecté en fait que le média photographique pouvait constituer une mémoire très importante pour l'histoire de la région.
on n'avait en tous les cas pas jusqu'ici réalisé un inventaire précis. Donc au sein de ces 800 000 items qui composent l'ensemble des collections du musée de Bretagne, les collections photographiques aujourd'hui elles sont estimées à environ 500 000 items. C'est important parce que l'équipe qui est en charge de la conservation est composée de 9 agents et qui, voilà, il nous semblait en tous les cas difficile de pouvoir se lancer dans des chantiers d'aussi grande ampleur à notre échelle. Ça dépasse voilà, le plan de charge de chacun, ça dépassait aussi parfois les carrières de certains agents, que de se lancer dans des chantiers aussi complexes à la hauteur en tous les cas de la réalité de nos équipes. Donc c'est aussi pour ça que ça a motivé un certain nombre voilà, de choix. Et puis, il faut savoir aussi que ces collections, elles sont assez peu présentées, puisque sur le parcours permanent du musée de Bretagne, il y a aujourd'hui à peine 3000 objets présentés. Donc, l'ampleur des collections non montrées est un fait. Bien sûr, les expositions temporaires nous permettent de les valoriser de manière ponctuelle, mais ça ne suffit pas. Au-delà de plusieurs facteurs, hein, c'est cette difficulté à finaliser les inventaires, cette difficulté aussi à pouvoir valoriser les collections. Nous avons fait un choix très volontariste de mener de grands chantiers de collection. Alors on ne partait pas de rien par rapport à ce fonds photographique, puisque nous avions mené ces dernières années un chantier similaire concernant l'une des réserves du musée de Bretagne, la réserve dite art graphique, qui a une appellation un peu impropre puisqu'elle conserve tous les documents sur support papier. C'est un peu le dénominateur commun, mais de la carte postale à la très grande affiche. Et nous avons réalisé ce chantier en 3 ans et demi, avec également un déroulé assez proche de ce que nous avons souhaité ensuite pour la photographie, mais avec quelques petits changements quand même. Donc nous avions cette possibilité de nous reposer en tous les cas sur un chantier précédent qui s'était plutôt bien déroulé, et qui alliait aussi une partie de récollement et d'obligation, en tous les cas réglementaires, jusqu'à l'inventaire rétrospectif, et une partie de numérisation aussi. Donc ça a motivé aussi beaucoup nos choix. Alors le chantier des collections que vous menez en ce moment repose sur trois volets: préparation, numérisation, indexation. Vous avez finalement choisi de faire appel à la fois à Arkenum, mais aussi à Tribin Imagine. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui vous a amené à faire appel à 2 prestataires, et en l'occurrence voilà, Tribin et Arkenum? Alors, je crois que le fort aussi de cette première expérience sur le chantier des collections art graphique, on avait envie de mener une opération assez proche, c'est-à-dire mener de bout en bout du dépoussiérage et du reconditionnement physique des items jusqu'aux perspectives de valorisation qui étaient pour nous permises par la numérisation, que nous avions souhaité comme étant de la prise de vue, pas de la reproduction. Hein, la question aurait pu se poser aussi sur un certain nombre de médias de cette typologie. Et nous avons donc, nous ne sommes pas passés par un audit. On avait une connaissance assez partielle des fonds. Quand je dis ce chiffre de 500 000, il procède d'un comptage, mais un comptage que nous n'avions pas réalisé jusqu'au bout. Nous aussi, on a fait une sorte de picking pour aller plus vite. Aujourd'hui, les fonds sont conservés dans les compactus mobiles d'une réserve qui a à peu près 70 mètres carrés de surface, mais on sait qu'on a cette quantité en tous les cas d'items, également composée principalement de négatifs photographiques, soit sur plaque de verre pour une grande majorité, mais également sur support souple, en nitrate de cellulose et en acétate de cellulose, et puis quelques petits fonds, on va dire, diapositives ou autres, mais qui sont véritablement à la marge. Connaissance partielle aussi du point de vue de l'inventaire. Alors on avait inventorié une petite partie, environ 70 000 étaient dans notre base de données sur 500 000, c'était pas grand chose, on partait au moins de ce chiffre. Et puis on avait des cas de figure complètement différents. On avait des items qui avaient eu la chance d'être traités parfaitement, c'est-à-dire dépoussiérés, reconditionnés, inventoriés, et pour certains numérisés. Donc là, il fallait finalement traiter la vérification de ces items. Ensuite, on en avait parfois numérisé pour des raisons purement d'urgence sanitaire, mais on n'avait pas du tout inventorié. Donc ça, c'était un petit peu la difficulté. D'autres inventoriés mais pas numérisés. Enfin, tous les cas de figure. Donc il fallait jouer un système de croisement d'informations assez complexe, dans lequel nous avions déjà du mal à nous repérer. Donc
l'audit était véritablement imparfait, mais on avait essayé de lister la plupart de ces cas de figure au moment de la consultation, grâce à un cahier des charges qu'on a essayé de rendre le plus précis possible en l'état actuel de nos connaissances, en précisant aussi que la connaissance allait être forcément évolutive en cours de chantier. Je crois que c'est un facteur aussi important. Nous nous sommes juste donné des plafonds, des seuils qui sont des seuils plutôt quantitatifs, c'est-à-dire des nombres d'items à traiter pour savoir jusqu'où nous allons. Nous avons aussi fait le choix d'exclure tout ce qui était tirage papier, parce qu'il y en a aussi qui accompagnent les négatifs photographiques, mais ils sont juste reliés aux négatifs correspondants, mais ne sont pas traités par le chantier, puisque nous les traiterons dans un second temps en lien avec la réserve art graphique. Donc il a fallu en effet essayer d'articuler la plupart des choses. Et puis donc on lance cette consultation et on décide en effet de réaliser 2 lots principaux. Un lot donc de dépoussiérage, reconditionnement des fonds, saisie d'une mini-fiche dans une première phase dans la base de données, départ en numérisation qui constitue le second lot, lien image dans la base de données après numérisation, et puis on repart sur une 3e phase, également confiée à l'entreprise qui a fait la mini-fiche Flora, qui est le récollement à proprement parler, mais à partir de l'image numérisée. Alors c'est important aussi pour nous parce que le travail nous a semblé plus confortable à partir de l'image numérisée, souvent parce que ce sont des images positives par rapport aux négatifs que nous traitons, et qui permet en tous les cas de pouvoir rentrer un petit peu plus dans le contenu, notamment par les questions d'indexation, de choix de différents mots-clés qui permettront ensuite la recherche dans la base de données. Donc c'est le choix que nous avons fait d'un chantier extrêmement coordonné et imbriqué entre les 2 lots, qui nécessite en tous les cas qu'il n'y ait pas de petits cailloux qui s'insèrent dans la machine, puisqu'en effet ce sont aussi des histoires de rythme, de fonctionnement global de ce chantier qui sont induits par ce choix, mais qui permettent en tous les cas une chaîne opératoire complète, et puis on va dire la prise en charge de cas extrêmement précis. En tous les cas, c'est ce qui nous a conduit à choisir voilà, ce process. Donc cette consultation, en effet, elle a permis de pouvoir recruter les 2 entreprises qui nous accompagnent aujourd'hui. En Arkenum sur le lot 1, c'est-à-dire le reconditionnement, dépoussiérage reconditionnement, la mini-fiche Flora, le récollement à partir de l'image numérisée, et puis Tribun Imaging sur la numérisation. Donc nous, en fait, on était aussi, on fonctionnait en tous les cas avec ces deux prestataires de manière assez nouvelle. Alors, pas forcément sur la numérisation, parce qu'on les connaissait déjà. On avait procédé à certains lots de numérisation par le passé, mais sur l'aspect chantier des collections, pour nous, ça a été aussi une découverte, en tous les cas une mise en route aussi commune, un apprentissage aussi commun, puisqu'on partait d'un chantier qui était aussi extrêmement différent. Juste pour vous donner aussi un petit ratio, sur les arts graphiques, on avait traité 273 000 items, et donc là, on traite le double. Donc pour nous, c'était aussi une sacrée nouveauté. Alors justement, il serait intéressant que vous nous parliez de l'organisation que vous avez mis en place, de la coordination que vous avez dû imaginer pour que le travail se fasse vraiment de façon parfaitement orchestrée, qu'il n'y ait pas de grains de sable dans la machine, comme vous le disiez, qui aurait pu porter préjudice à la mission. Comment vous avez appris à travailler ensemble? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Et à cet égard, il serait intéressant que Pauline et Alice nous fassent également part de leur retour d'expérience. Alors, peut-être que... On a des images de chantier. Alors bonjour à tous. Donc déjà pour revenir un petit peu sur ce qu'on fait au laboratoire de numérisation, donc Tribun Imaging, qui existe depuis 1988, on va travailler donc principalement sur des documents graphiques et iconographiques. Donc que ce soit des fonds photos, des fonds de croquis, ou encore sur des pièces textiles de plus ou moins grand format, ou des documents en 3D, donc des costumes d'époque, de la haute joaillerie, toutes sortes d'objets que là on va traiter en studio. Donc pour le musée de Bretagne,
On s'attaque donc à un fond de plaques de verre et de supports souples transparents, donc des nitrates, des acétates. Voilà, ça Manon donc, a tout présenté. Donc moi je vais plutôt parler de la partie donc, numérisation et des différentes étapes pour en arriver à la livraison des fichiers. Donc suite à la préparation qui est faite par Arcanum, il va y avoir déjà un transport à effectuer. Donc vous imaginez bien que transporter des plaques de verre en très grande quantité, c'est pas simple, mais on s'en sort très très bien et on reçoit donc tout ça à Châtillon pour faire une numérisation, donc pas au sein du musée. On peut juste indiquer la fréquence, puisqu'environ 120 000 items sont photographiés par an. C'est le rythme du chantier, donc ce sont des envois de 30 000 items par trimestre. Voilà, donc ça fait pas mal de documents à déplacer, qu'une fois à Châtillon, on va stocker, numériser, et après la livraison, donc intégrer les images dans la base de données du musée. La phase d'indexation pourra ensuite démarrer. Pauline, par rapport à toutes ces étapes, peut-être tu peux revenir sur le calendrier. Oui, alors il faut bien comprendre que du coup, comme l'avait bien dit Manon, toutes ces étapes sont imbriquées, ce qui demande un calendrier assez contraint entre nous trois. Il faut anticiper à l'avance, minimum 6 mois à l'avance, pour avoir des dates de mouvement de fonds qui ne bloquent pas le musée, les réserves, les espaces de stockage qui sont contraints, les espaces simplement d'entreposage temporaire qui sont contraints aussi. Comme nous, en fait, si vous l'avez bien compris, en fait, on prépare des lots et en fait, on attend qu'ils soient revenus de numérisation pour les indexer. En fait, il y a une phase où on attend, en fait, qu'ils soient numérisés, donc ça prend 3 mois à peu près par lot. Donc, en fait, on est un peu contraint de ce côté-là. Au début, par exemple, on envoyait des lots de 25 000 items et en fait, on s'est rendu compte au bout d'un an de chantier que c'était pas assez parce qu'en fait, on finissait par attendre que les fonds reviennent de numérisation et on était bloqué pendant ce temps-là, on ne pouvait pas avancer. Alors bien sûr, il y a les 2 étapes en parallèle, la préparation et l'indexation. Donc si on ne peut pas bosser sur une partie, on travaillait sur l'autre. Mais on était un peu bloqué et le problème, c'est quand même de respecter un rythme de production assez contraint parce qu'on a un calendrier assez contraint. Donc ça nécessite beaucoup d'organisation pour les chefs de projet, beaucoup d'échanges. On a des feuilles de route mensuelles, des feuilles de route trimestrielles à 3. Et clairement, alors il y a aussi que le chantier a été défini pour que le lot 1 coordonne les étapes du lot 2 et du lot 1. Donc Arcanum coordonne toutes les étapes, donc ça permet vraiment de centraliser les échanges. Mais on bénéficie aussi beaucoup de notre proximité physique, en fait, puisque Arcanum et Triba, on est dans le même lieu. Donc ça facilite quand même beaucoup les échanges, parce que sinon c'est contraignant comme organisation, voilà, il faut le savoir. Ce qu'on peut aussi préciser, c'est que nous, on a choisi cette numérisation à distance. On aurait pu faire le choix d'une numérisation sur site. Notre chantier des collections art graphique avait recruté en tous les cas un prestataire qui pouvait travailler dans nos réserves, mais parce que les typologies de collections art graphique qui passaient en effet de formats extrêmement différents, de la carte postale à la grande affiche, avec de vrais arts graphiques, des œuvres d'art, des documents extrêmement sensibles, nous paraissait vraiment difficile à faire bouger, puis ça allait être vraiment des transports compliqués, des jeux d'assurance à prévoir, alors que le média photographique négatif, même s'il y a en effet plusieurs typologies, de la plaque de verre ou du support souple, nous semblait être plus homogène, permettant en tous les cas des wagons de numérisation, parce que c'est un peu ça qu'on prépare à chaque fois, et permettant la mise à distance, la prise de vue qui pouvait se faire à distance. Mais c'est sûr que ça rajoute dans le fonctionnement global, puisqu'en effet on est bien sûr distant de la Bretagne à la région parisienne, une marge de manœuvre à prévoir en permanence. Et puis aussi, parce que nous, il fallait qu'on récupère nos espaces de prise de vue, on a la chance d'en avoir, mais on a un photographe qui doit travailler à l'intérieur, donc ce n'était plus possible de pouvoir fonctionner comme ça. Moi, je voulais juste préciser aussi que sur le lot 1, donc le lot
assurée par Arkenum. C'est 5 opérateurs, opératrices, beaucoup des dames, qui travaillent dans nos réserves, en revanche, sur cette préparation des fonds et cette première saisie informatisée, en attendant en effet la phase 2. C'est une organisation aussi pour un musée que d'installer un espace de travail permettant l'accueil d'une entreprise extérieure. Donc nous, on a ouvert nos réserves, c'était aussi comme ça qu'on l'avait fait sur le précédent chantier, mais c'est aussi quelque chose à penser. C'est aussi quelque chose à penser d'un point de vue du travail aussi des opérateurs, puisque c'est un travail qui va se dérouler pendant 5-6 ans dans une atmosphère particulière. Travailler en réserve, c'est ne pas travailler à la lumière du jour pendant 5-6 ans, donc il faut penser aussi à ces différentes conditions de travail. Et puis aussi, nous, c'est aussi rendre compatible le reste de nos usages, tout simplement, puisque en réserve, on y travaille aussi, on passe, on vient chercher des collections. Enfin, je veux dire, la vie du musée ne s'arrête pas. Il y a tous ces aspects-là, en tous les cas, à prévoir. Donc là, nous, on a réussi en effet à se coordonner, mais je rebondis sur ce que disait Alban. Il y a plein de choses qu'on n'avait pas forcément très bien prévues. En effet, les collections reconditionnées qui prennent plus de place, dans notre petite réserve de 70 mètres carrés, eh bien, en fait, on joue à Tetris quasiment tous les trimestres quand les fonds reviennent après numérisation et qu'il faut véritablement les ranger et leur trouver une place dans la réserve. Donc c'est un chantier important. Tout ça pour souligner qu'un chantier externalisé, ce n'est pas seulement donner les clés des espaces ou des boîtes des collections aux prestataires en disant bah voilà, on se retrouve dans 5 ans. C'est aussi assurer un suivi extrêmement régulier avec l'équipe. Si pour nous, ce n'était pas possible de pouvoir le faire en interne, parce que ça aurait été, on va dire, pour l'équipe, une mission beaucoup trop longue et beaucoup trop difficile. En revanche, c'est une implication qui est très très régulière. D'un point de vue managérial, je trouve aussi très stimulante parce que nous, on est plutôt très contents de voir le travail se faire, mais surtout de garder aussi un œil sur les collections. Et je crois que pour l'ensemble d'une équipe, participer à un chantier de ce type, c'est vraiment aussi une opportunité professionnelle très intéressante. Mais sur l'organisation, en effet, on a rencontré des cas aussi très différents, très nouveaux. On parlait du petit grain de sable. Il y en a de manière assez régulière qui des fois viennent fausser nos rythmes, nos progressions de travail ou nous mettre en tous les cas en présence de cas qu'on n'avait pas du tout estimés au début et qu'on ne pouvait pas du tout annoncer aux prestataires au moment de la consultation du marché. Oui, et pour rebondir sur ça, comme disait Pauline, la proximité entre Arkenum et Tribun est très importante parce qu'en cas de cas particulier, on peut très facilement régler tous les petits problèmes qu'il pourrait y avoir ou toutes les questions qui se posent à la numérisation. Parce qu'encore une fois, on est sur un fonds qui est assez hétérogène en termes de format et de support, donc les plaques de verre, les nitrates, les acétates, et il arrive quand même régulièrement qu'on ait des petites questions. Et voilà, tout simplement, on en discute et on arrive à trouver des solutions pour continuer à garder le rythme d'une livraison d'environ 30 000 fichiers, plus les déclinaisons tous les 3 mois. Donc voilà, c'est quand même un chantier qui est assez intense, en tout cas au labo, et qui demande de ne pas perdre trop de temps et d'avancer en continu. Alors nous avons parlé d'audit, de chantier des collections. Pour conclure nos échanges, je vous propose de parler de la valorisation en tant que telle. Alban, est-ce que vous pourriez nous parler des grands enjeux qui vous attendent sur la question de la valorisation ? Oui, je peux faire ça. Le premier enjeu, c'est d'avoir un nouveau regard sur les collections. Je crois que c'est la chose que l'on attend sans doute le plus. Pour reprendre les mots de Laurence Padeline, c'est une collection qui a peu dit, en tout cas, de ce qu'elle avait à dire. Et on sait que le domaine de la photographie est un domaine en pleine expansion. On se pose beaucoup de questions sur le regard que l'on a. Et je dirais sur le regard que l'on a en particulier lorsqu'on travaille dans un musée extra-européen. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est la diffusion, de pouvoir, grâce à la numérisation, faire connaître ce fonds à l'extérieur. Et enfin, grâce à cette numérisation, éviter des manipulations pour des œuvres qui parfois sont fragiles, sont endommagées, nécessitent des restaurations.
Voilà, donc l'enjeu majeur, c'est cette diffusion pour permettre une exploitation scientifique du fonds, davantage qu'une exploitation purement iconographique. Voilà. Alors Manon, de votre côté, vous vous êtes fixé un vrai challenge, puisque l'idée c'est de rendre accessible le fruit du travail tout au long du chantier au public. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez orchestré tout ça pour que le public puisse finalement découvrir en temps réel ce qui est numérisé? Alors, en effet, outre l'obligation réglementaire de récollement et donc la motivation première de ce chantier des collections, nous avions d'emblée, et ceci depuis le projet scientifique et culturel du musée en 2015, prévu de rendre nos collections accessibles. Pour la même raison qu'énoncée au tout début, c'est-à-dire qu'on avait une partie immergée de l'iceberg en réserve par rapport aux collections qui étaient montrées, qui n'étaient vraiment pas satisfaisantes. Donc il fallait aller, en tous les cas, plus en profondeur sur l'appropriation des collections par le public. Et je crois que la numérisation en vue de la mise en ligne permettait de répondre à cette difficulté. Donc ça a aussi motivé ce chantier, je dirais d'un point de vue politique. Aussi chez nous, je le dis aussi pour les musées qui se lancent aussi dans ces éventuels chantiers de collection. Nous, la finalité aussi a été vraiment de rendre accessibles ces collections. C'était aussi le mot d'ordre qui nous a permis aussi de décrocher aussi l'accord de notre tutelle et lancer ce chantier. Ça a été très important qu'il y ait une visibilité. Donc nous, on avait en effet répertorié tout de suite les publics potentiellement intéressés par nos fonds. Nous aussi, ce sont des fonds plutôt documentaires. On n'est pas un musée d'art. Nos fonds ne sont pas, on va dire, recherchés, édités tous les jours. Mais on savait qu'on avait la mémoire visuelle de la région dans nos réserves, peut-être plus que d'autres institutions locales du territoire, puisqu'on a développé une spécificité aussi de la conservation de ces fonds, autant technique sur la question des nitrates que sur la qualité, en tous les cas, des clichés que nous conservons. Et on avait tout de suite décidé de pouvoir nous adresser directement à ces publics. Donc en 2017, on a créé en fait, adossé à notre base de données un portail des collections sur un principe renouvelé de diffusion des collections qui valorise en fait le partage des communs, c'est-à-dire que nous livrons une matière en ligne la plus libre de droit possible, puisque les images que nous versons ont toutes été vérifiées du point de vue des contrats de cession, et nous avons essayé de la mettre pour une très grande partie en marque du domaine public, donc complètement ouverte, pour une autre partie sous licence de type Creative Commons, qui est aussi très ouverte, et nous aujourd'hui nous avons seulement 1% de tout droit réservé. Donc cette philosophie aussi, adossée sur le chantier en cours, avait, on va dire, un but direct de présentation de ces images, selon en effet cette démarche très volontariste d'ouvrir les contenus. Et c'est ça aussi qui a finalement plu aussi à notre tutelle pour que nous puissions accéder aussi à la réalisation de chantiers d'aussi grande ampleur. Aujourd'hui, ce portail, il a une fréquentation plutôt très intéressante pour un musée de société, puisque, encore une fois, bien sûr, on ne rivalise pas non plus avec les grands musées nationaux, mais pour nous, ça a été très important de pouvoir apporter cette qualité. Donc, l'exigence, en tous les cas, de numérisation, je parlais tout à l'heure qu'on avait vraiment demandé de la prise de vue, pas de la reproduction, c'est aussi pour livrer des images en haute définition sur ce fameux portail. Donc il y a en effet des critères techniques qui ont été demandés dans le cahier des charges pour prévoir en tous les cas cette valorisation directement. Et nous épluchons l'ensemble des contrats de cession au fur et à mesure que les numérisations se font. Ce qui permet, dès que les numérisations sont faites chaque trimestre, de pouvoir, si les contrats de cession sont OK, verser directement cette matière. Et donc le public n'attend pas les 5 à 6 ans de chantier,
mais s'approprient les collections au fur et à mesure. Ça nécessite bien sûr une action de notre part, en plus du versement. Notre base de données est finalement adossée au portail, c'est-à-dire que toutes les nuits, il y a une mise à jour qui se fait et le lendemain, vous avez ce qui a été traité dans la veille par l'équipe Arcanum. Donc ça, c'est très, très intéressant. Et puis, cet épluchage des contrats de cession nous permet de retourner vers les ayants droit ou auteurs de photographies quand ils sont encore vivants, pour les associer aussi à notre démarche. Ça, c'est pas le plus simple, puisque la question des droits en France, notamment pour les musées en France, c'est une question qui est plutôt, qui a toujours été insuffisamment traitée. Donc on enfonce aussi, nous, un petit peu des portes en ce moment pour pouvoir avancer sur cette question-là. Mais en tous les cas, elle permet une régularisation de la visibilité de ce chantier au fur et à mesure. Et puis, bien sûr, à mettre aussi en lien avec des démarches d'éditorialisation, puisqu'une base de données en ligne, si enrichie soit-elle, ce n'est pas un but en soi, et on utilise en tous les cas ces données pour construire des articles ou livrer cette matière à des chercheurs afin qu'ils nous accompagnent aussi dans cette démarche de valorisation. Oui, et puis nous, de notre côté, du coup, ces contrats de cession de droit, en fait, déterminent la priorité des fonds à traiter. Donc anticiper la valorisation, les notions juridiques, etc., font qu'après, voilà, ces fonds sont estimés comme prioritaires dans le traitement et c'est cela qu'on traite en premier. Bon, eh bien, merci beaucoup pour vos éclairages, vos retours d'expérience.